Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Aucun accord conclu au Mali entre la CEDEAO et la junte militaire. Après 3 jours de négociations, les différents protagonistes ne sont pas parvenus à s'entendre précisément sur la durée de la transition. Seul point d'entente de cette réunion, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été définitivement écarté du pouvoir. En Algérie, le référendum constitutionnel se déroulera le 1er novembre prochain. Projet phare du président Abdelmadjid Tebboune, cette nouvelle constitution devra répondre aux attentes du Irak. Et enfin, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce le lancement d'une enquête pour corruption au sein de son parti, l'ANC. Un parti qui, selon lui, a souvent été impliqué dans des affaires suspicieuses. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a définitivement été radié des listes électorales. Une radiation entérinée par la commission électorale indépendante et rendue publique ce mardi 25 août. Selon l'avocat de l'ancien chef de l'État ivoirien, maître Claude Mantenon, cette décision est définitive. Je cite, « Il n'y a plus de recours au plan national ». Le motif de cette radiation, la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour l'affaire relative au braquage de la BCEAO. S'il ne peut plus se présenter en tant que candidat, l'ancien chef de l'exécutif souhaite toujours rentrer dans son pays. Laurent Gbagbo, qui reste sans nouvelles de son passeport, a récemment dénoncé le refus des autorités ivoiriennes de lui délivrer sa pièce d'identité. Après 3 jours de négociations, aucun accord concret n'a été trouvé entre la CEDEAO et la junte militaire au Mali. Au cœur des désaccords, la durée de la transition qui devrait s'étendre sur 3 ans avant un retour des civils au pouvoir. Malgré ces négociations non abouties, la CEDEAO et la junte se sont accordés sur un point. Le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, a été définitivement écarté du pouvoir. Mokhtar Bari. Après les sanctions décrétées par la CEDEAO à l'encontre du Mali suite au coup d'État, l'institution sous-régionale a dépêché une mission de haut niveau en vue de permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Pendant 72 heures, Goodluck Jonathan et son équipe se sont imprégnés du dossier malien. One of you will ask me about sanctions. Parce que je sais que peut-être l'un de vous me demandera qu'en est-il des sanctions. We cannot make comment on the sanctions. Nous n'allons pas pouvoir faire des commentaires ici sur les sanctions. When we brief the heads of state and we listen to what the military officers intend to do, and if it agrees with the ECOWAS vision, then of course the heads of state will take decision on the sanctions. Donc si nous faisons nos rapports au chef d'État par rapport à cette mission, et qu'il révise, qu'il revoie si cette décision-là, ou bien si le rapport que nous leur faisons est en lien avec leurs pensées, avec leur opinion, il leur reviendra de faire quelque chose par rapport aux sanctions initialement prises. La junte militaire qui avait promis une transition dirigée par un civil lors de sa première apparition dit toujours rester dans cette optique. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociopolitiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. L'équipe de médiation est attendue à Niamey chez le président en exercice Mamadou Issoufou, qui présidera le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise malienne ce jeudi 27 août par visioconférence. Et sachez qu'après le coup d'État survenu au Mali le 18 août dernier, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre le pays de ses instances et parallèlement le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui devait se dérouler ce mercredi 26 août a été reporté au vendredi 28 août. En Algérie, le référendum sur la révision de la Constitution se déroulera le 1er novembre prochain. Une annonce faite par la présidence ce lundi 24 août dans un communiqué. Engagement phare du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de son investiture, cette nouvelle Constitution doit répondre aux attentes du Irak. Un mouvement de contestation populaire qui réclame depuis 2019 un changement du système politique. Aïssatou Bari.
L'Algérie va organiser un référendum constitutionnel le 1er novembre 2020. Au lendemain de son élection, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé son intention d'opérer une profonde réforme de la constitution algérienne. Objectif, tendre la main au Irak afin de bâtir une Algérie nouvelle. Le changement ne doit pas s'opérer au sein des bureaux ou être l'apanage d'un certain groupe, mais doit émaner du peuple qui aura le dernier mot et toute la liberté de valider ou de refuser la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. Ce processus de révision de la Constitution que les autorités veulent consensuel a été entamé depuis plusieurs mois par le gouvernement. Mais le document qui comporte 73 recommandations a d'ores et déjà été rejeté par une plateforme de partis et d'associations liées au Irak et regroupées au sein du pacte pour l'alternative démocratique. Il est assez positif de voir que c'est le mode du référendum qui a été choisi, alors que d'autres parlaient du vote de cette nouvelle constitution par les chambres actuelles, qui sont un héritage de la Haïsaba, de l'ancien système. Donc ça peut être un pas en avant si c'est suivi d'élections législatives de manière à avoir des députés plus représentatifs de l'opinion algérienne et notamment du Hirak que les gens qui avaient été élus entre guillemets du temps des deux Bouteflika. En janvier 2020, le président Abdelmadjid Tebboune avait désigné une commission d'experts chargée de formuler des propositions pour réviser la loi fondamentale. Cette commission a remis ses travaux fin mars, mais la première mouture des propositions n'a été rendue publique que début mai en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus dans le pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa lance une enquête contre la corruption au sein du parti au pouvoir, l'African National Congress. Dans une lettre publiée ce dimanche 23 août et adressée aux membres du parti, le chef de l'État a qualifié la corruption, je cite, de trahison impardonnable pour les millions de Sud-Africains. Une lettre dans laquelle il constate également que l'ANC est empêtrée dans des affaires de corruption et ce de façon récurrente. Plus de précision avec Paul-Marcel Mayagui. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a, dans une lettre ouverte, lancé une enquête à l'échelle du parti ANC, l'African National Congress, sur des allégations de corruption. Selon le chef d'État sud-africain, l'African National Congress est profondément impliqué dans le problème de corruption en Afrique du Sud. En tant qu'héritiers de Luthuli, Tambo et Mandela, nous devons être honnêtes avec notre peuple et nous-mêmes. Nous devons reconnaître que notre mouvement, l'African National Congress, a été et reste profondément impliqué dans le problème de corruption en Afrique du Sud. Nous devons être sensibles aux inquiétudes soulevées par notre peuple au sujet de notre rôle en tant que mouvement dans les activités de corruption. L'ANC, le parti au pouvoir, est depuis plusieurs semaines impliqué dans une série de scandales de corruption. Selon le président Cyril Ramaphosa, des milliards de rentes qui auraient dû servir à la lutte contre la Covid-19, l'amélioration des transports publics et la construction des infrastructures de base ont été détournés, laissant ainsi plusieurs millions de citoyens sans soutien. Les annonces, c'est bien beau. Vous avez vu même comment la gestion de Covid-19 en Afrique du Sud est aussi pleine de corruption. Vous avez vu comment les gens sont morts, non pas uniquement à cause de ce Covid, mais pour la mauvaise gestion. Donc, il ne faudra pas seulement qu'ils fassent les effets d'annonce, qui est déjà une bonne chose, mais il faudra que des barons puissants au sein de l'ANC doivent être arrêtés et mise en prison pour que l'ANC regagne la crédibilité qu'elle avait avant 1994. L'Afrique du Sud s'est classée 70e sur 198 pays sur l'indice de corruption de Transparency International 2019, s'améliorant par rapport à sa 73e place dans l'indice 2018. Rappelons que le président Cyril Ramaphosa, qui est à la tête de l'African National Congress depuis 2017, s'est engagé à lutter contre la corruption qui gangrène le pays. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été mis en liberté provisoire ce lundi 24 août. Interpellé le 17 août dernier, l'ancien chef de l'État a été interrogé pour des soupçons de corruption durant sa présidence, soit de 2008 à 2019. Il serait impliqué dans plusieurs dossiers suspicieux, dont la gestion des revenus pétroliers ou encore la liquidation d'une société chargée d'approvisionner le pays en denrées alimentaires. Aïssatou Bari. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, qui était retenu par la police, a été libéré et a pu rentrer chez lui lundi 24 août.
Il était détenu à la direction de la Sûreté depuis lundi 17 août pour répondre à de fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics. Durant toute sa détention, l'ex-président n'a répondu à aucune des questions des enquêteurs. Mohamed Ould Abdelaziz jouit d'une immunité constitutionnelle. Il ne peut être jugé ou être l'objet d'une enquête que devant la Cour de justice de la République islamique mauritanienne et pour une haute trahison, ce qui n'est pas le cas évidemment. La poursuite d'un ancien chef d'État pour corruption est une première en Mauritanie. De l'avis de certains analystes, son arrestation pourrait atténuer la culture de l'impunité en matière de corruption et de mauvaise gouvernance. À sa sortie, aucune charge n'a été retenue contre lui pour le moment. Mais il est interdit de quitter le pays. Sa libération est sous condition. Il doit se présenter régulièrement quand le souhaitent les autorités judiciaires. Donc, tout compte fait, les charges qui pèsent sur sa personne sont toujours là. Et j'espère et je crois que la justice mauritanienne ira jusqu'au bout parce que c'est ce qu'attendent les Mauritaniens. De toute façon, si on le laisse partir sans charge contre lui avec des emprisonnements fermes, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des remous en Mauritanie et puis que ça va se retourner contre le gouvernement et la présidence actuelle. Rappelons que l'ex-président mauritanien avait ignoré début juillet 2020 la convocation de la commission parlementaire pour s'expliquer sur les dossiers donnant lieu à des investigations. Et sachez qu'un collectif d'avocats mauritaniens s'est formé ce lundi 24 août, composé d'une 60aine de personnes. Ce collectif a pour mission de récupérer tous les biens détournés en vue de les restituer à l'État. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement organise ce mercredi 26 août son assemblée générale annuelle. Organisée sur 2 jours, l'événement se déroulera par visioconférence en raison de la pandémie de coronavirus. Le Covid-19 qui s'avère être d'ailleurs le thème principal de cette assemblée. Comment reconstruire l'Afrique après la pandémie? Moment phare de cet événement, les membres du conseil d'administration devront élire un nouveau président. L'actuel dirigeant de la BAD, Akinwumi Adesina, est le seul candidat en lice. Pour rappel, l'ancien ministre nigérian avait été disculpé des accusations de favoritisme après une enquête menée par 3 experts indépendants. Le Fonds monétaire international exhorte les pays en voie de développement à l'indépendance de leur banque centrale. Une annonce qui intervient après le limogeage du gouverneur de la Banque centrale de Zambie, Denis Kalvalia. L'ancien cadre de la Banque mondiale en poste depuis 2015 a été limogé par le président Edgar Lungu. Les motifs de ce limogeage restent pour le moment inconnus. Corinne Kamzefiem. La question de l'indépendance des banques centrales est à l'ordre du jour après le limogeage de Denis Kalvalia, ancien gouverneur de la Banque centrale de la Zambie. Le Fonds monétaire international appelle au maintien de l'indépendance des banques centrales, dénonçant de ce fait l'attitude du président zambien Edgar Lungu qui, sans raison, a résilié le contrat du gouverneur de la Banque centrale le samedi 22 août avec effet immédiat. Sans institutions crédibles et politiques saines, une croissance économique soutenue et des améliorations indispensables du niveau de vie ne seront pas possibles. Les banques centrales ont pour mission d'implémenter la politique monétaire d'un État ou d'un groupe d'États. Cette institution peut être partiellement ou totalement indépendante du pouvoir politique selon les approches. Toutefois, plusieurs limogeages de gouverneurs de banques centrales par l'exécutif intervenus dans de nombreux pays ravivent constamment le débat sur la nécessité d'instituer une indépendance réelle de ces institutions monétaires. Les banques centrales en Afrique sont les conseillères principales en matière monétaire des gouvernements et donc elles ont une connotation politique de fait. À partir du moment où entre le gouvernement et la Banque centrale il n'y a pas communion des défis et que le gouvernement a tendance à penser que la Banque centrale a tendance à respecter des instructions hors du gouvernement, bien entendu la crise devient fatale. Aujourd'hui, il y a une grosse contradiction entre les besoins d'alimenter l'économie des pays et éventuellement les recommandations qui peuvent venir des organismes comme le Fonds monétaire international. Et je pense simplement que c'est une guerre de pouvoir et c'est logique qu'elle éclate de cette manière. Denis Kalvalia, qui était auparavant directeur exécutif de la Banque mondiale, avait été nommé en février 2015
gouverneur de la Banque centrale de la Zambie, et son contrat prolongé en 2018 courait jusqu'en 2023. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus, la Banque centrale et l'exécutif zambien ne s'accordaient pas toujours sur les orientations à donner à la politique monétaire du pays plongé dans la crise économique. 1 million de dollars, c'est la somme avancée par le Programme alimentaire mondial en faveur du Congo. Un financement qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'assistance alimentaire aux populations vulnérables dans le département de la Likwala. Cette aide profitera ainsi à 7000 ménages. Nelly Claude Bessa. Assistance alimentaire pour les populations congolaises du département de la Likwala. C'est une enveloppe d'1 million de dollars qui a été allouée aux populations vulnérables et sinistrées de ce département situé au nord du Congo. Les fonds issus du Programme alimentaire mondial permettront d'assister près de 7000 ménages vulnérables, soit 36 000 personnes dans les districts de ce département. Tout d'abord, ça va leur permettre d'avoir des biens alimentaires, des biens de survie, et aussi ils pourraient réutiliser l'argent pour recréer des activités secondaires en attendant la seconde récolte qui n'est possible qu'à la fin de l'année 2020. Depuis plusieurs mois, les populations de la Likwala font face à 3 facteurs de vulnérabilité, notamment les inondations d'octobre 2019 à janvier 2020, la résurgence du virus Ebola dans la province voisine de l'Équateur et la crise sanitaire de la Covid-19. Des facteurs ayant impacté le prix et la disponibilité des produits alimentaires dans la dite zone et un impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Il faudra réutiliser cet argent-là de manière efficace et efficiente afin de leur permettre d'avoir une activité secondaire. C'est 1 million de dollars pour leur permettre d'être autonomes dans une courte période, le temps qu'ils reprennent leur activité et qu'ils puissent vivre de leur récolte. Soulignons que ce sont près de 130 000 personnes qui ont été affectées par les inondations dans le nord et le centre du pays. Ces inondations, dues aux pluies diluviennes, avaient conduit le président Denis Sassou Nguesso à décréter en novembre 2019 l'état de catastrophe naturelle et d'urgence sanitaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.